Bonsoir à tous, bienvenue dans ce chapitre 5 de la série Alstom, la chute d'une industrie, chapitre dans lequel nous allons tenter de comprendre le rôle qu'a joué la justice américaine dans les événements qui nous occupent, justice américaine sans laquelle nous ne parlerions pas de l'affaire Alstom en tant que telle, d'où l'intérêt de ce chapitre et du chapitre suivant. Dans ce chapitre 5, nous allons essentiellement nous occuper de l'intelligence économique américaine dans son ensemble, pour essayer de la comprendre, et une fois que je vous aurai expliqué dans le détail comment fonctionnent les dispositifs d'intelligence économique des États-Unis, vous comprendrez mieux comment se sont passés les événements d'Alstom et comment en réalité ces dispositifs sont entrés en résonance. Alors un premier point d'abord, pour caractériser ces dispositifs d'intelligence économique, sans surprise, je vais vous parler de renseignement. Le renseignement qui fait partie intégrante de la stratégie américaine d'influence. Et je vais revenir un petit peu sur le contexte qui a amené les États-Unis à pratiquer à ce point le renseignement dans la guerre de l'information qui s'est développée notamment à partir des années 80. Si on se remet dans ce contexte de guerre froide de l'époque, on sait qu'il y avait un très intense espionnage économique et industriel, quoi qu'il en soit. Cet espionnage n'était pas limité au bloc Est-Ouest, à une rivalité Est-Ouest, mais allait tous azimuts. C'est-à-dire que vous aviez l'URSS, le Japon, l'Allemagne, la Corée du Sud et la France particulièrement, qui étaient très doués pour accélérer leur développement technologique à moindre coût en volant des technologies américaines, ce que les Américains, vous vous en doutez, leur rendaient bien. Dit autrement, ces stratégies permettaient de voler des technologies à des entreprises étrangères pour développer ces entreprises propres. Alors, parallèlement à ça, dans les années 80, le Japon a lui-même connu une expansion commerciale très forte, justement grâce à des stratégies d'intelligence économique qui se sont révélées très performantes et qui ont impressionné quelque part les Américains, qui s'en sont beaucoup méfiés et qui l'ont réfléchi, qui l'ont analysé à travers d'un rapport qui s'appelait Japan 2000. À ce moment-là, quand arrivent les années 90 et l'implosion de l'URSS, les États-Unis, par ailleurs, ont l'impression que les vrais bénéficiaires de la guerre froide ont été l'Allemagne et le Japon, qui paradoxalement étaient les vaincus de la Seconde Guerre mondiale. En tout cas, que cette chose soit vraie ou pas, il est vrai que l'économie allemande et l'économie du Japon se portaient très bien à l'époque, et que celle des États-Unis, a priori, ne se portait pas suffisamment bien au goût des décideurs américains. Ils avaient donc cette impression d'avoir été quelque peu les dindons de la farce de cette guerre froide, contre l'Union soviétique. Parallèlement à ça, la chute de l'URSS, en faisant tomber le bloc communiste face au bloc capitaliste, a développé du capitalisme dans le monde entier, a donc exacerbé la compétition mondiale, là aussi tous azimuts. Et à la même époque, les services de renseignement américains, et essentiellement américains, puisque ici nous nous mettons toujours dans un cadre vu des États-Unis, se sont trouvés quelque peu désemparés puisqu'il n'y avait plus d'ennemis à combattre. Donc tous les services de renseignement qui jusque-là s'occupaient des affaires du renseignement militaire ou politique qui concernaient l'Union soviétique et le bloc de l'Est, de façon générale, se sont retrouvés quelque peu désemparés, sans emploi. Il a donc fallu recomposer les services de renseignement, et à ce moment-là, justement, les entreprises ont renforcé des liens avec les services de renseignement américains, d'autant que, à cette même époque, les années 80-90 surtout, vous avez l'essor des nouvelles technologies de l'information et de la communication, donc Internet, les télécoms, etc. À ce moment-là, vous avez donc de nouvelles façons de faire de l'économie, où la course aux technologies est extrêmement importante, puisque vous devez toujours être à la pointe technologique pour devancer vos concurrents. Et au même moment, donc, le patrimoine informationnel des entreprises est devenu une ressource de plus en plus sensible, d'une part parce qu'elle était devenue plus facilement piratable, mais d'autre part parce que vous aviez un accès plus simple et plus important à des données sous forme numérique. Dans ce contexte-là, vous avez, dans les années 80, 90 et 2000 et suivants, une guerre de l'information qui s'est sévèrement déclarée entre les États-Unis et tous les autres pays du monde. À ce moment-là, puisque les États-Unis sont l'hyperpuissance, seuls face au monde, ils ont l'imperium mundi, leur but est d'affirmer leur suprématie sur le monde en faisant du commerce mondial leur priorité.
Alors, pour développer leur intelligence économique, les Américains ont développé des partenariats publics-privés, ce qui est la base de cette démarche. D'abord, ils ont institutionnalisé des dialogues publics-privés à travers un certain nombre de comités, de conseils et de bureaux en matière de sécurité, en matière de politique extérieure, donc d'exportation, et en matière de savoir-faire, etc., donc de technologie. Dans un second temps, les États-Unis ont développé aussi une dimension plus stratégique et coordonnée de l'action entre les pouvoirs publics et les entreprises privées. Donc à ce moment-là, c'est donc toujours les années 90-2000 où on va faire appel aux grands spécialistes de la stratégie, qui sont encore des références comme Thoreau ou Luttwak, et vous avez un certain nombre de comités qui vont être fondés, de conseils et de centres qui vont venir en soutien des entreprises américaines, soit pour promouvoir leurs produits et les soutenir dans le financement des exportations, soit pour avoir l'oreille de la Maison-Blanche et façonner la stratégie économique des États-Unis, soit pour appuyer systématiquement les entreprises américaines sur des marchés publics étrangers, afin de remporter des commandes publiques. Donc vous avez ces partenariats publics-privés qui voient des dialogues de plus en plus forts se développer à travers des agences intergouvernementales en général, américaines toujours, et qui font le lien entre les grands groupes privés américains et les pouvoirs publics. Mais il y a une troisième dimension, et qui est la plus importante, c'est que, à travers ces partenariats publics-privés, les États-Unis ont développé des relations privilégiées avec les services de renseignement. Tous les organismes que j'ai pu évoquer dans la slide précédente, en réalité, sont des organismes certes intergouvernementaux, mais surtout ce sont des organismes publics et qui ont donc accès aux ressources du renseignement, c'est-à-dire aux informations de la CIA, de la NSA et de toutes les autres agences qui ont accès à un certain nombre de renseignements. Aux États-Unis, il y en a un très grand nombre. Alors certes, en principe, légalement, les entreprises américaines n'ont pas accès aux données de la NSA. Mais il se trouve que, par l'intermédiaire de ces organismes que je vous ai cités, les entreprises américaines peuvent avoir accès à ces données. Donc vous voyez bien que le principe de ces dialogues publics-privés aux États-Unis sont d'une très grande richesse, puisqu'elles permettent aux entreprises américaines de disposer de renseignements stratégiques sur un certain nombre de marchés, de concurrents et d'autres, et elles servent également au pouvoir public américain de toujours maintenir un lien avec leurs entreprises et de disposer également d'informations qui concernent leurs entreprises nationales. Toujours est-il que ces dispositifs, ces partenariats, développent un certain nombre de synergies entre les entreprises américaines et l'État fédéral et les États fédérés américains, et donc cela fait partie, disons, de ce qu'on appelle une démarche d'intelligence économique. Sans surprise, je vais vous parler d'espionnage, puisque, comme vous le savez, l'espionnage est le bras armé des États-Unis. Il y a un exemple très classique qui est souvent cité et qui concerne James Woolsey, l'ancien directeur de la CIA qui était actif entre 1993 et 1995 et qui avait parlé dans un article du Wall Street Journal en 2000 au sujet de l'espionnage que les États-Unis d'Amérique assumaient faire à l'encontre des entreprises européennes notamment. Alors je vous ai mis un passage de ce qu'il raconte. Alors bien sûr, il explique que les États-Unis ont bien espionné les entreprises européennes, qu'ils l'ont fait par l'utilisation d'ordinateurs pour trier les données grâce à des mots-clés, et qu'ils ont en fait espionné les entreprises européennes parce que ces entreprises, moins compétitives que les entreprises américaines bien sûr, ne pouvaient que corrompre des fonctionnaires étrangers pour obtenir un certain nombre d'avantages et de marchés. Donc évidemment, ça donne une position presque caricaturale de la pensée de la CIA et du rôle de la CIA pour espionner des concurrents des entreprises américaines, mais il y a deux éléments intéressants que Woolsey cite dans cet article, auquel je vous renvoie d'ailleurs, puisqu'il évoque deux entreprises qui sont des entreprises françaises, que sont Thomson CSF et Airbus. En 1994, Thomson CSF était en passe de remporter un marché de surveillance électronique de l'Amazonie au Brésil. La NSA a placé l'entreprise sur écoute et l'a immédiatement soupçonné de corruption, pour des faits avérés bien sûr. Et la presse brésilienne donc, soudainement, a relayé l'information, de sorte que Thomson perde ce marché de 1,4 milliard de dollars au profit de l'américain Raytheon. Vous avez eu cette logique tout à fait comparable en 1995 entre Airbus et Boeing pour un marché à 6 milliards de dollars en Arabie Saoudite.
Donc concrètement, le renseignement américain, en général, n'invente pas de scandale de corruption, mais comme il a accès à un certain nombre d'informations, notamment du fait d'Internet, eh bien, il se contente de révéler ces scandales de corruption, de les mettre au grand jour, de sorte que ce soit plutôt des entreprises américaines qui bénéficient des appels d'offres sur des marchés étrangers. L'affaire Snowden en 2013 précisait la portée de ce renseignement de guerre économique que les États-Unis ont mis en œuvre depuis les années 90-2000. 35% des ressources de la NSA, d'après Snowden, concernaient la lutte antiterroriste. Ce qui veut donc dire que 65% des ressources de la NSA, c'est-à-dire le reste, concernaient le renseignement politique, militaire et économique dans tous les pays du monde, y compris dans les pays alliés. Il faut savoir que dès 1995, Clinton lui-même avait demandé qu'on espionnât tous les concurrents des entreprises américaines, y compris chez leurs plus proches alliés. 3 arguments avaient été avancés à l'époque pour engager le renseignement dans ces affaires commerciales. Évidemment, la lutte contre la corruption, la protection des secrets technologiques, commerciaux et scientifiques nationaux, et le renforcement des positions américaines dans les négociations commerciales à l'international. Alors, parallèlement évidemment à cette stratégie offensive dans le renseignement des affaires commerciales, vous avez eu le développement d'un arsenal juridique plus défensif, à partir de 1996 notamment, avec un certain nombre de lois qui ont été votées par le Congrès, afin de protéger le renseignement des entreprises américaines, leur information stratégique, c'est-à-dire de faire des lois contre l'espionnage industriel, pour la sécurité économique des États-Unis, et ainsi de suite. Donc, les deux versants, offensifs et défensifs, avaient été mis en place, avec toujours ce système dont je vous ai parlé, d'agences qui se jouent en intermédiaire des entreprises américaines et des services de renseignement. Donc un système très bien ficelé et qui sert particulièrement bien les intérêts des entreprises américaines. Vous avez d'ailleurs la CIA elle-même qui a le droit d'échanger des informations avec les associations d'industriels, et cette même CIA qui elle-même a des activités économiques puisqu'elle gère ses propres fonds d'investissement, notamment sur des startups d'avenir. Donc ce qu'on en déduit, c'est que l'intelligence économique des États-Unis est particulièrement fonctionnelle et qu'il vaut mieux la connaître pour mieux comprendre ce qui s'est passé dans le cas d'Alstom. Concrètement, vous avez 3 éléments clés dans l'intelligence économique américaine. Un État puissant au cœur du dispositif, qui s'appuie sur une forme assez réticulaire, mais ça reste une forme étatique, puisque vous avez des services de renseignement, un certain nombre d'organismes, et un certain nombre de lois et de protections qui sont mises au point grâce à l'État américain au profit de ces entreprises. Vous avez ensuite un dialogue public-privé qui fait circuler l'information stratégique au profit de l'entreprise américaine, mais aussi de l'État américain. Vous avez donc des partenariats réels, en toute bonne foi, et qui profitent aussi bien au public qu'au privé. Et enfin, l'ensemble s'appuie sur une vraie culture propre aux États-Unis, qui donne la cohérence de ce dispositif et qui permet de développer une vraie stratégie et une démarche vraiment cohérente et pertinente dans le cas américain. Parce que la culture des États-Unis reste une culture économique assez particulière, avec une connivence très forte entre le monde des affaires, la sphère politique et le renseignement, et ce depuis plusieurs décennies. Vous avez également une culture du renseignement qui est très ancrée dans la culture américaine de façon générale, dans la culture politique et historique. C'est un pays qui a toujours scruté au-delà de ses frontières la plupart des agissements de ses concurrents et de ses non-concurrents. Vous avez également un patriotisme économique qui est tout à fait caractéristique des États-Unis et qui constitue leur force, et une vraie culture expansionniste de façon générale qui leur permet de facilement s'ouvrir au monde et de disposer de réseaux d'acteurs très actifs à l'international. Toujours est-il que vous avez de véritables synergies qui peuvent se créer, qui se sont créées autour et grâce à cette stratégie et à cette démarche d'intelligence économique à l'américaine, et qui ont réuni un nombre très important d'acteurs qui tous travaillent plus ou moins main dans la main au service de la compétitivité de leur pays. Donc le pouvoir politique, le Congrès, les administrations, les services de renseignement, les cabinets de conseil, les cabinets de lobbying et un certain nombre de centres, d'universités, d'agences, et tutti quanti. Donc ça, c'est la partie renseignement. C'est un des 2 volets, pour schématiser, un des 2 volets de l'intelligence économique américaine dans son ensemble. Vous les verrez entrer en résonance quand j'évoquerai l'affaire Alstom plus particulièrement.
Le second volet, c'est le droit. Le droit pour les États-Unis, c'est une arme de guerre économique tout à fait classique qui constitue une très vieille tradition de domination de leur pays. Il s'appuie sur deux leviers essentiels en général. D'abord, la généralisation des normes américaines à l'ensemble du monde par l'utilisation de traités internationaux. Et ensuite, l'extraterritorialité de leurs droits qui est rendue possible par divers atouts. D'une part parce que les États-Unis sont au cœur du commerce mondial, et même si aujourd'hui la Chine est une puissance croissante, les États-Unis resteront une puissance très importante du commerce mondial quoi qu'il en soit. Donc ils profitent de cette position pour utiliser leur extraterritorialité. Le dollar constitue leur autre arme, puisque par le dollar, qui est la monnaie la plus échangée dans le monde, et qui est la monnaie du monde quelque part, ils disposent d'un droit objectivé qui leur permet de jouer de cette extraterritorialité. Et enfin, Internet, du fait que la plupart des serveurs sont hébergés sur sol américain, bien sûr, vous avez cette extraterritorialité qui continue de se manifester et les capacités de renseignement qui vont avec et qui servent les intérêts américains. Donc, en utilisant ces deux leviers, les États-Unis parviennent à mettre au point une forme de guerre des normes. Ils utilisent depuis toujours une vieille tradition de domination qui joue sur le droit, comme je vous l'ai dit. Ils ont souvent utilisé leur diplomatie dans ce sens-là, en jouant et en favorisant l'émergence d'organisations internationales libérales comme la SDN, l'ONU ou l'OMC, sur lesquelles ils sont très actifs. Ils ont toujours également développé des systèmes d'aide financière conditionnés, comme du temps du plan Marshall, du FMI ou de la Banque mondiale. Ensuite, vous avez les organisations de domination militaire et politique comme l'OTAN et l'Union européenne, les traités de libre-échange que les États-Unis signent de façon très courante avec des pays de moindre niveau technologique, c'est-à-dire quand il faut faire des traités de libre-échange, quand vous y avez intérêt. Et bien sûr, le dollar comme monnaie du monde, c'est une vieille stratégie américaine qu'ils ont développée après 1945. Dans ce cadre-là, et c'est là que nous nous rapprochons de l'affaire Alstom, je vais vous parler du Foreign Corrupt Practices Act, que je vais appeler le FCPA, pour des raisons pratiques, et qui est une loi qui a été votée en 1977 dans un contexte de scandale financier à répétition aux États-Unis qui a quelque peu agacé un certain nombre d'électeurs. Et donc le Congrès avait voté cette loi en 1977. Le but était d'empêcher les entreprises américaines de participer à la corruption des responsables étrangers et nationaux. Et donc cette loi a été passée dans ce cadre-là. Mais bien sûr, les États-Unis sont une puissance pragmatique, et donc quand ils votent une loi qui désavantage leurs entreprises et qui n'ont pas d'impact sur les entreprises étrangères, ils n'appliquent pas vraiment leur loi. C'est-à-dire que le FCPA a été très mollement appliqué pendant des décennies, puisque les Américains avaient compris que cette loi aurait désavantagé très nettement leurs entreprises au profit d'entreprises étrangères qui n'auraient pas été soumises à ces mêmes réglementations. Puisque vous savez que la corruption dans le commerce, c'est une pratique très récurrente. Et ça l'était jusqu'à très récemment en tout cas. Donc vous avez eu cette loi très mollement appliquée pendant une vingtaine d'années. Et en parallèle, les États-Unis ont mobilisé tout leur réseau d'influence afin que cette loi soit transposée sous des formes de conventions internationales qui iraient dans ce sens, qui reprendraient les éléments essentiels de cette loi et qui les transposerait dans le droit international par un certain nombre de conventions. Si bien qu'en 1997, l'OCDE a fini par adopter des textes très similaires au FCPA, puis le Conseil de l'Europe, puis la Cour interaméricaine contre la corruption, puis l'Union africaine sur la prévention et la lutte contre la corruption, et même l'ONU a fini par adopter une résolution qui reprenait les éléments du FCPA. Donc, que dit cette loi maintenant ? Donc je vous ai montré, elle vient des États-Unis, elle s'est répandue du fait d'une vraie politique d'influence qui a duré 20 ans, à minima, afin que cette loi se transpose. Que dit cette loi ? Eh bien, elle dit que dès lors qu'une entreprise, c'est-à-dire qu'un groupe ou simplement une filiale d'une entreprise participe à une opération de corruption et qu'elle a un lien quelconque avec les États-Unis, c'est-à-dire qu'elle utilise par exemple du dollar dans ses transactions, qu'elle a envoyé un mail par des serveurs qui sont hébergés aux États-Unis, etc., etc., donc, comme vous voyez, un lien quelconque avec les États-Unis, ça peut être interprétable à volonté.
Dès lors donc que cette entreprise a participé à une opération de corruption, elle s'expose à des poursuites que ces faits de corruption se soient déroulés ou non sur sol américain. Par cette loi donc, et par la généralisation de ces normes, les États-Unis se sont donc constitués en pourfendeurs de la corruption à l'international, et cela leur a permis de lancer des enquêtes contre n'importe quelle entreprise dans le monde, qu'elle soit américaine ou étrangère, de façon tout à fait légale. C'était un très beau coup de maître. Donc à partir de là, le FCPA s'est appliqué. Nous arrivons au début des années 2000, contexte où les attentats du 11 septembre 2001 vont précipiter un certain nombre de choses, notamment un certain nombre de politiques. Les États-Unis, à partir de là, vont s'immiscer dans les affaires économiques du monde en traquant les entreprises, les fondations, les ONG, les banques, les fonds, les États, pour chercher toute forme de financement du terrorisme, d'où qu'ils viennent, dans le monde. Donc, la NSA et la CIA, à ce moment-là, commencent à espionner les banques et les industries étrangères. Parallèlement à ça, en 2001, vous avez 2 lois qui vont être votées, qui vont donner aux services de renseignement américains la capacité d'accéder à de grandes quantités d'informations, même à toutes les informations disponibles, sur toutes les entreprises cotées aux États-Unis, y compris les entreprises étrangères. Au même moment, vous avez le Patriot Act qui va être voté en 2001, qui est rendu permanent en 2006, et qui dispense les agences de renseignement américaines d'une autorisation d'un juge pour ouvrir des enquêtes au moindre signe suspect. Autrement dit, après 2001, vous avez des services de renseignement américains qui ont tout à fait le droit d'ouvrir tous les dossiers, d'avoir accès à toutes les informations concernant toutes les entreprises dans le monde qui, de près ou de loin, ont un rapport avec eux. Et là, ça leur donne une capacité d'action dont ils vont évidemment profiter, ce qui est tout à fait légitime. Ils vont en profiter grâce à ces lois anticorruption, et ça va leur constituer une forme de rente d'un certain côté. Alors, quand vous verrez écrit DOGE dans cette petite série de conférences, cela fait référence au Department of Justice, c'est-à-dire au ministère de la Justice des États-Unis. C'est important, j'y reviendrai plus tard, puisque ce n'est pas la justice américaine, c'est bien le pouvoir exécutif, le ministère de la Justice. J'y reviendrai plus tard, c'est important dans le cadre des affaires qui vont nous concerner. Alors, au début des années 2000, puisque vous avez ce que je vous ai expliqué, ce FCPA qui s'est propagé, je précise le Foreign Corrupt Practices Act, la loi anticorruption américaine, vous avez les premières victimes, puisqu'il a été admis par des conventions internationales et que, cette fois-ci, les services de renseignement américains peuvent y aller plein pot. Vous avez les premières victimes qui sont le fonds souverain norvégien Statoil, qui va prendre des sanctions de corruption à partir de 2006 devant la justice américaine, et Siemens en 2008, qui va se prendre une très belle amende aussi, 800 millions. Il y a un rapport émis par des Français, et qui a étudié un petit peu comment ces sanctions, comment ces enquêtes avaient été menées contre les entreprises par le Department of Justice, entre 1977 et 2014. Entre ces deux dates, vous avez 30% des enquêtes ouvertes dans le cadre de la loi FCPA qui ont concerné les entreprises étrangères. Autrement dit, a priori, 70%, c'est-à-dire l'écrasante majorité des enquêtes, ne concernent que des entreprises américaines. Le problème, c'est que 67% du total des amendes qui ont été collectées ont été payées par des entreprises étrangères. Ce qui veut donc dire que les entreprises étrangères doivent payer des amendes beaucoup plus salées, si j'ose dire, que les entreprises américaines, du fait de cette loi. Donc, je vous ai mis un petit top 10 des amendes les plus élevées pour violation du FCPA entre 2006 et 2020. On voit Alstom en 10e place, en 2014 avec 772 millions de dollars payés à l'État américain. Et il n'y a ici, dans ce classement, qu'une entreprise américaine qui ait été sanctionnée pour corruption, qui est évidemment Goldman Sachs, et toutes les autres sont étrangères, notamment européennes en général. Vous avez également d'ailleurs des amendes de plus en plus salées à mesure que le temps passe. Donc, ce dispositif de loi anticorruption et de sanctions que le ministère de la Justice américain met en place, lui est assez profitable, avec des amendes pouvant monter jusqu'à quasiment plus de 3 milliards. Une question mérite d'être évoquée aussi pour bien comprendre comment fonctionnent les États-Unis, et notamment leur justice.
Nous, Français, croyons que les autres systèmes judiciaires sont très comparables aux nôtres et que finalement tout le monde réfléchit comme nous. C'est un biais naturel, mais c'est un faux biais, dans la mesure où le modèle judiciaire français est lui basé sur le droit romain, qui est un droit continental, alors que le système judiciaire américain est un droit anglo-saxon, communément appelé un droit de common law. Notre droit français, le droit continental, est fondé sur le mode inquisitorial, c'est-à-dire un mode directement inspiré de l'Inquisition. Dans sa forme donc, le juge va mener les débats et va assurer l'instruction du dossier. Il est donc très actif. C'est l'institution qui va être chargée de trouver la vérité pour faire appliquer le droit. Et c'est un raisonnement très latin, très romain, très continental et très catholique. Le moyen, ça va être de s'appuyer sur des preuves, et donc chaque témoignage doit être étayé par des preuves. Et toujours, le juge va être dans une position très active. Dans le droit de common law, le droit anglo-saxon, droit plus protestant, c'est le mode accusatoire qui prime. Et c'est un mode assez différent dans la mesure où le juge est un arbitre et beaucoup moins actif. Vous avez en réalité un affrontement entre deux parties aux intérêts contradictoires qui doit à la fin aboutir sur un accord entre ces deux parties en conflit. Et c'est assez différent dans la mesure où le juge va s'appuyer sur les prétentions, les arguments, les preuves des parties, mais où surtout ces parties-là ont interdiction formelle de mentir, sous peine de subir de lourdes sanctions. Et c'est là que vous voyez que ce n'est pas tout à fait le même système que nous avons. Ce qui donne que, aux États-Unis, quand vous avez des problèmes avec la justice, vous ne devez pas réfléchir comme des Français. Vous devez réfléchir avec la logique américaine. C'est-à-dire qu'un procès, si vous encourez un procès, il vous sera très long, il sera très coûteux, et au final, l'accusé va systématiquement privilégier une justice négociée. C'est-à-dire chercher immédiatement à obtenir un accord avec la partie accusatoire. C'est-à-dire donc que l'accusé va tout de suite, très rapidement, faire ses propres aveux et plaider coupable. Puisqu'il sait qu'un mensonge ou une omission va aggraver sa sentence si on finit par découvrir qu'il a menti ou qu'il n'a pas coopéré suffisamment avec la justice. Si bien qu'aux États-Unis, et c'est assez frappant, 95% des affaires fédérales se concluent par un plaidé coupable. Donc c'est quelque chose de très courant, pour ne pas dire d'usuel. Dans les affaires économiques internationales, le système que je viens de vous décrire suit exactement la même logique. Sauf que, petit bémol, si j'ose dire, une entreprise qui va être accusée par les États-Unis a en face d'elle une partie accusatoire qui n'est pas un particulier, mais qui est le pouvoir exécutif directement. L'État américain en personne, si j'ose dire. C'est-à-dire le Department of Justice. Donc déjà, vous avez une partie accusatoire qui n'est pas vraiment à égalité avec vous. Et d'autre part, une entreprise soupçonnée, qui va se faire accuser par l'État américain, va chercher immédiatement, en principe, à conclure un accord avec l'administration américaine pour ne pas avoir de problème. Et comme les Américains disposent de très bons services de renseignement, vous savez qu'ils ont les preuves contre vous si vous avez fauté. Donc ce qui se passe, c'est que les affaires économiques internationales, comme celle d'Alstom, comme celle de la BNP Paribas, celle d'Airbus et toutes les autres, ne sont jamais réglées devant un tribunal puisque systématiquement, tout le monde évite de subir un procès. A fortiori parce que les entreprises qui se font accuser de corruption ont souvent, effectivement, pratiqué la corruption. Donc vous n'avez jamais un juge, jamais un tribunal qui intègre la démarche. Vous êtes toujours à la recherche d'un accord avec le pouvoir exécutif américain, avec un ministère directement. Vous n'avez pas de juge indépendant, vous avez en face de vous le gouvernement fédéral américain qui s'appuie sur ses services de renseignement pour faire chanter quelque part. Et justement, quelque part, vous avez vraiment un grand chantage qui se met en place, puisque vous avez trois alternatives. Une entreprise va recevoir un matin un courrier dans lequel le département de la justice américaine va lui indiquer qu'elle a probablement violé la loi américaine, que le gouvernement américain a des soupçons, et que donc elle l'appelle vivement à collaborer avec elle. Vous avez donc trois alternatives dans ce cas. Soit vous collaborez immédiatement avec la justice américaine, et à ce moment-là, vous acceptez de livrer tous vos secrets commerciaux,
d'apporter toutes les preuves de votre propre culpabilité. Donc vous allez livrer sur un plateau au service américain tous les renseignements sur vos technologies, sur vos marchés, sur vos clients, sur vos contacts, sur vos employés, enfin sur à peu près tout ce que vous avez, de sorte que la partie en litige considère que vous faites le boulot, que vous collaborez suffisamment, et à ce moment-là, elle va éviter de vous faire une sanction trop élevée. Soit vous vous dites que non, vous êtes innocent, que vous n'avez rien à vous reprocher, vous risquez un procès long, un procès coûteux, et qui va non seulement être coûteux sur le plan économique, mais aussi en termes d'image. Quand vous êtes une entreprise et que vous allez rester des années en procès face à une justice américaine qui est réputée assez implacable, même si vous n'avez rien fait, c'est assez embêtant. Pour au final, très probablement payer une amende tout aussi lourde, en plus des frais du procès. Donc évidemment, c'est une alternative qui n'est pas forcément réjouissante. Soit la troisième alternative, qui plaît beaucoup à notre logique française, parce que nous ne sommes pas des Américains, et que nous ne savons pas comment fonctionne ce système, eh bien on refuse de collaborer. Ce faisant, vous encouragez le ministère de la Justice américain à ouvrir d'autres enquêtes sur vous, à accumuler des preuves, à accumuler les griefs, et à multiplier les dossiers, pour en définitive vous menacer d'une énorme sanction, voire vous interdire l'accès au marché américain. Donc, vous avez un risque de perdre toutes vos licences aux États-Unis et de décréter votre mort économique. Donc ces trois alternatives sont toutes très mauvaises, mais de toute évidence, la première option est largement préférable. Donc c'est une très très belle machine que les Américains ont mis au point. Donc, puisque la première option est la plus préférable, si vous connaissez le système judiciaire américain, eh bien, vous passez à l'étape suivante. Donc, vous entrez en collaboration avec la justice américaine. Il y a deux temps. Un premier temps où vous allez faire un audit interne de ce que vous avez fait, de votre organisation, de votre entreprise. Et dans un second temps, vous allez pratiquer l'autodénonciation. C'est-à-dire que vous allez mandater des gens pour regarder ce que vous avez fait, regarder ce qui va et ce qui ne va pas dans votre entreprise. Et si on voit des problèmes, il faut les signaler et soi-même faire son mea culpa devant la justice américaine en disant « effectivement, nous avons fauté ». Si la justice américaine estime que votre coopération est suffisante, elle va négocier avec vous le périmètre de l'enquête. C'est-à-dire, elle va dire « ok, vous avez fauté à tel endroit, là-dessus j'ai des preuves ». Donc, on va se mettre d'accord. L'enquête, nous, on va l'arrêter à ça. Tel marché, tel pays, entre telle et telle année, qui impliquait telle personne, avec telle donnée en cause, etc., etc. Voilà. Donc vous avez la justice américaine qui va négocier donc le périmètre de l'enquête. À partir de là seulement, l'enquête va commencer. Après tout ce que vous avez déjà fait. Lorsque l'enquête commence, votre entreprise, qui est donc attaquée par la justice américaine, va devoir rémunérer des law firms, c'est-à-dire des cabinets de conseil, des cabinets de juristes américains, en général, puisque le Department of Justice a beaucoup plus confiance dans des avocats américains qui le présument être plus compétents à régler vos problèmes. Et donc, vous allez rémunérer des entreprises américaines pour qu'ils vous aident dans le règlement de votre enquête. C'est assez cynique, mais c'est tout à fait intelligent. Ensuite, vous devez mettre au point une procédure interne pour évaluer des programmes de conformité internes à votre compagnie. C'est-à-dire que vous allez devoir vous mettre aux normes, être conforme et vous engager à éviter de recommencer, à être mis sous surveillance et accepter quelque peu ce que vous avez fait et éviter de le recommencer. Ce qui vous donne, après la collaboration, après que l'enquête ait eu lieu et ainsi de suite, 3 types d'accords possibles avec la justice américaine, avec le ministère américain. Soit vous plaidez coupable immédiatement, vous reconnaissez toutes vos fautes et vous vous exposez à de lourdes sanctions. Ça, c'est le seul recours qu'une entreprise en disgrâce auprès de la justice américaine peut avoir. Puisqu'il n'a pas suffisamment coopéré d'entrée, la justice américaine va le pousser à bout pour qu'il plaide coupable. Dans un second temps, si vous avez suffisamment coopéré, vous pouvez voir la justice américaine estimer que votre faute est non caractérisée, c'est-à-dire que vous n'êtes pas accusé de corruption. On ne le mentionnera pas dans le verdict, vous reconnaissez les faits, on s'arrange, on s'engage à ne pas recommencer, on a une amende quand même, mais quand même pas aussi lourde que dans le cas d'un plaidé coupable, et on s'engage à mettre au point des mesures de surveillance pour empêcher de fauter à nouveau. Ça, c'est la deuxième option. Et à la fin, sinon, le gouvernement américain peut estimer que vous avez bien coopéré, qu'on lève les poursuites contre vous, mais qu'il peut les relancer plus tard en cas de violation d'un accord entre vous et lui. Si vous recommencez, si on vous surprend à nouveau à faire de la corruption. Donc vous avez ces 3 possibilités en fin de course.
que conclure de tout ce que je viens de vous dire, qui est assez dense, je comprends bien, mais qui est assez intéressant, et qui permet de mieux comprendre ce qui s'est passé dans le cadre de l'affaire Alstom. J'en parlerai dans le chapitre 6. Ce qu'on peut conclure, c'est que l'intelligence économique américaine relie des services de renseignement, des agences intergouvernementales, des multinationales et un certain nombre de réseaux d'acteurs très bien ficelés, de consultants, d'universitaires, d'hommes politiques, etc., via des dispositifs très élaborés permettant la circulation de l'information stratégique, aussi bien du public vers le privé que du privé vers le public. Les États-Unis associent à ces dispositifs une stratégie d'influence qui est fondée sur le droit et l'extraterritorialité, en misant sur le développement de traités internationaux qui servent leurs intérêts. Alors, ils profitent bien sûr de la nature accusatoire de leur droit interne, de leur position centrale dans le commerce mondial, comme je vous l'ai dit, et d'un certain contexte, l'antiterrorisme, afin de se faire progressivement les gendarmes du monde des affaires et de s'octroyer par là le droit d'espionner les entreprises partout dans le monde et au besoin de les poursuivre. Donc la lutte anticorruption, pour les États-Unis, ça relève d'un grand intérêt, puisqu'elle assure à l'État fédéral des rentrées d'argent non négligeables, comme je vous l'ai montré, et aux entreprises américaines des complications pour leurs concurrentes, ce qui leur permet, le cas échéant, de les fragiliser, de les faire entrer en crise ou de les racheter. D'où l'intérêt donc de présenter ce que je vous ai dit. Alors les sources du chapitre que je viens de vous présenter s'appuient essentiellement sur l'ouvrage d'Ali Laïdi, Le droit, nouvelle arme de guerre économique, ouvrage que je vous recommande à plus d'un titre, mais les autres articles sont tout aussi intéressants et je vous y renvoie. Donc, je vous remercie pour votre attention.